Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Glastontrip, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des scènes de Glastonbury. Glastonbury, c'est vraisemblablement un des plus grands festivals du monde, à la fois en surface et en nombre de scènes, puisqu'il y en a près d'une centaine. Et donc, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les scènes principales du festival. En fin d'épisode, nous aborderons quelques news et nous parlerons des artistes que nous pensons voir à l'affiche de cette édition 2024. Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Just you! Glastontrip, le podcast. Donc on a dit près d'une centaine de scènes à Glastonbury, mais ça me paraît énorme. Comment ça se fait qu'il y en ait autant? En fait, il y a beaucoup de scènes parce qu'il y a déjà pas que de la musique à Glastonbury. Il y a d'autres activités qui tournent beaucoup autour du cirque, du théâtre, mais aussi poésie, cabaret. Donc ça fait déjà quelques scènes supplémentaires. Il y a aussi des scènes qui sont des scènes militantes dans lesquelles sont organisés des débats. Et puis il y a aussi beaucoup de scènes dans des bars. Il y a des scènes qui sont plutôt destinées à la nuit, même si elles fonctionnent en journée. Il y a toute la zone sud-est qui s'anime la nuit. C'est des scènes qui se transforment quasiment en boîte de nuit. Donc oui, il y a les scènes principales, il y a des scènes plus petites, et ça fait beaucoup. Ouais, à Glastonbury, il y a une diversité de scènes assez exceptionnelle. On a d'un côté les grandes scènes qui vont accueillir plutôt des grands groupes un peu mainstream ou des choses du moment. Et autour de ça gravitent énormément de petites scènes, qu'elles soient situées dans des bars ou qu'elles aient un propos complètement différent. On a des scènes qui accueillent des spectacles d'art vivant, d'art de rue, du cirque. On a deux cinémas, du cabaret. Il n'y a plus qu'un seul cinéma maintenant. Le deuxième a disparu, malheureusement. C'est vrai. Et après ça, quand la nuit arrive, on peut se diriger vers la zone sud-est et pas que pour des shows plus électro qui rassemblent les meilleurs DJ du moment. Au total, sur 2023, sur la line-up, on compte 98 lieux, c'est énorme. Et en plus, il y a des lieux qui ne sont pas listés là-dessus, qui sont cachés. Ouais, c'est vrai. Effectivement, il y a des zones secrètes, des scènes secrètes. Mais est-ce qu'on a vraiment le droit d'en parler finalement? Je pense qu'il faut les trouver soi-même en allant à Glastonbury. Exactement. Mais du coup, ça fait une gestion... moi, ça me paraît énorme de devoir organiser la line-up pour 98 lieux. En fait, ça me paraît immense comme tâche. Ouais, mais en fait, en réalité, ça fonctionne pas comme ça. On raisonne plus par zone. Si je prends un exemple, la zone Glade, il y a deux scènes, plus des bars, et il y a une équipe qui gère cette zone. Par exemple, si on prend le cas de West Halls, qui est une des plus grandes scènes, elle est gérée par une équipe autonome. Alors oui, la Pyramide, The Park, Other Stage, enfin les vraiment plus grandes scènes, encore que The Park ce soit pas la plus grande. Et puis c'est difficile après de les classer par ordre, justement quand on va venir sur les scènes par la suite, on va les classer dans un ordre, mais difficile de dire quelle est la plus importante après la Pyramide et Other Stage. On sait que c'est la première, la deuxième, après on sait plus. Quoi qu'il en soit, il y en a qui sont gérés par l'organisation générale et plein d'autres qui sont gérés de façon autonome et par zone en général. Mais ce qu'on peut penser, c'est que l'organisation générale glisse quelques artistes dans la programmation de certaines scènes. Typiquement, il y a des gens qui sont à l'affiche, qui ont été bookés par Emily Evis et qui sont ensuite poussés vers West Halls, par exemple, ou Woodseas, ou des choses comme ça. Mais le fait est que ces scènes-là sont gérées par des équipes à part. Quoi qu'il en soit, la plus grande scène, c'est... La pyramide. Alors, la célèbre pyramide. Pourquoi cette scène a une forme de pyramide?
En fait, c'est l'idée d'un type qui s'appelle Bill Harkin. Et c'est une idée qui est arrivée lors de la deuxième édition du festival, celle qui était gratuite. Et en fait, ce mec-là était architecte. Et donc, Andrew Kerr, qui avait organisé le festival, c'était pas Michael Eavis qui organisait cette édition-là. Andrew Kerr avait demandé à Bill Harkins de concevoir une scène. Et Bill Harkins a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu 2 rayons lumineux en forme de pyramide. Et donc, quand il s'est réveillé, il a voulu concevoir la scène pour cette édition-là en fonction de ce qu'il avait vu dans son rêve. Mais on est en quelle année là? 71. Ils consommaient quoi à l'époque? En 71, il y avait pas mal de produits, ouais. Ça circulait pas mal. On était 2 ans après Woodstock. Et en fait, en 82 ou 3, je sais plus, lors de la deuxième édition de l'époque moderne, on va dire, ils ont reconstruit une autre scène en forme de pyramide. Et donc, ils ont récupéré des pylônes électriques, des gros pylônes en bois, là, et ils ont assemblé ça pour faire une scène en forme de pyramide, qui a fini par brûler. Et un jour, il y a eu un incendie en 94, si ma mémoire est bonne. Et donc, de 94 à 2000, il n'y a pas eu de pyramide. La pyramide est réapparue en 2000 sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. C'est donc une structure métallique qui est plantée à demeure dans le champ principal de Glastonbury. Et donc, en fait, on tend une toile imperméable un mois avant le début du festival environ. Et elle a été baptisée par Michael Eavis, accompagné de Robert Plant. Ils l'ont baptisée au lait des vaches de la ferme. C'est un baptême original. Donc, est-ce qu'on peut considérer, comme elle était là depuis le début, que c'est la plus vieille scène de Glastonbury ou pas, vu que c'était par intermittence? Oui, incontestablement, c'est la plus ancienne scène de Glastonbury. En 70, la toute première scène n'était pas une pyramide, mais elle était au même endroit et elle a toujours été au même endroit et donc depuis 71 de forme pyramidale, sauf pendant le break de 94 à 2000. Donc oui, c'est la plus ancienne scène du festival et c'est la plus importante parce que c'est là qu'il y a le plus de place. C'est un très très grand champ pour ceux qui se posent la question et qui l'ont jamais vu de leurs propres yeux. Ouais, il y rentre 100 000 personnes. Ça fait du monde. Là, l'année dernière, ils avaient même grappillé un peu de place sur une partie des campings qu'il y avait historiquement en bordure de l'aréna. Et donc, on sait que Elton John a battu le record d'affluence avec plus de 100 000. Donc la pyramide, pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est la plus grosse scène et c'est celle où jouent les têtes d'affiche du festival. Le seul créneau de 2 heures sur cette scène, si je dis pas de bêtises. Les têtes d'affiche sont sur la pyramide, mais il y a des groupes en face sur l'Other Stage qui jouent au même moment et qui pourraient tout à fait tenir la tête d'affiche, qui des fois d'ailleurs, 1 an ou 2 plus tard, sont en tête d'affiche sur la pyramide. Ouais, comme Billie Eilish. Par exemple. Stormzy aussi. Et votre meilleur concert sur la pyramide, le plus beau souvenir que vous avez sur la pyramide? Ah, moi, c'est facile. U2 en 2011. Mon premier concert à la pyramide. Alors moi, je pense que ça restera Paul McCartney. Pourtant, j'avais loupé le début du concert, mais ça reste un souvenir, et surtout une pointure, une légende du rock, et ça faisait quelque chose de le voir. Moi, j'étais aux premières loges, hein. J'étais, je sais pas, à 10 mètres de la barrière, même pas. Donc, je l'ai vécu dans des conditions excellentes. Effectivement, c'est aussi un grand moment. Mais U2 m'avait quand même bluffé. Je m'attendais pas à grand-chose avec U2. Et toi, Roman? Alors moi, j'ai moins d'expérience que vous. J'ai fait que 2 concerts sur la pyramide de l'année dernière. J'ai même pas été voir les têtes d'affiche. J'ai fait 2 concerts dans 2 contextes très différents parce qu'il y en a un, on était loin, un autre où j'étais beaucoup plus près, j'étais beaucoup plus serrée. Et je pense que ça va rester quand même l'ISO, mon meilleur souvenir, parce que après, je pense qu'il y a aussi le côté anglophone, mais le fait d'être dans une foule qui était vraiment à 200% dans le concert, qui connaissait toutes les paroles par cœur, qui chantait vraiment, c'était génial. J'en garde un super bon souvenir alors qu'on était en plein soleil, on avait chaud. C'était atroce et l'heure est passée beaucoup, beaucoup trop vite, quoi. Si elle revient, je vais la revoir sans aucun doute. On est passé devant la pyramide le premier jour, donc les 2 premiers jours, la pyramide, il n'y a pas de concert, elle prend vie le vendredi. On est passé le premier jour et je me suis dit, oui, ça a l'air grand, mais c'est pas si grand que ça. Et en fait, c'est quand j'ai vu les concerts sur scène et que j'ai vu comme les gens étaient tout petits par rapport à la taille de la scène que j'ai réalisé à quel point la scène était immense. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. On a moins cet effet d'immensité sur les autres scènes, je trouve. Ah, ça, c'est certain. Effectivement, elle
elle est vraiment grande, cette scène. Et en particulier, le truc à faire, c'est quand on se retrouve vraiment tout devant sur un gros concert, c'est de se retourner et de regarder les gens derrière. Nous, justement, pour McCartney, où j'étais tout devant, pendant Hey Jude, il y a les fumigènes qui se sont allumés derrière. C'était incroyable. On sentait vraiment la pression, pas physique, mais la présence de toute la foule derrière. C'est vraiment impressionnant. Mais il y a aussi l'Other Stage. Exactement, et souvent c'est difficile de choisir. Ah oui, alors ça, c'est le grand sport de Glastonbury. C'est le truc qu'on retrouve pas dans plein de festivals. Par exemple, je pense à Rock en Seine. Alors, Rock en Seine, ils ont en gros 4 scènes. Quand ça s'arrête sur la numéro 1, ça commence sur la numéro 2, et ainsi de suite. Ça alterne 1, 2, et 3 et 4. Mais à Glastonbury, ça, ils s'en foutent complètement. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure de U2 en 2011. On a eu un cas de conscience, on s'est posé la question de savoir si on allait voir U2 ou si on allait voir Chemical Brothers sur l'Other Stage. Donc en fait, ils se payent le luxe de mettre, comme je le disais tout à l'heure, deux groupes qui pourraient faire tête d'affiche tous les deux sur la pyramide. Ouais, d'ailleurs, ça peut frustrer certains artistes. Je pense l'an dernier au clash entre Queen of the Stone Age et Elton John, et visiblement Josh Homme était vraiment pas content de voir qu'il y avait, je sais pas, peut-être 20 000 personnes devant lui, pendant que de l'autre côté il y avait 100 000 personnes. J'ai trouvé ça relativement intimiste, hein. Moi, j'ai trouvé ça génial comme concert, personnellement. Ouais, c'était pas mal, mais ça me fait penser que quand t'arrives 22-23 heures et que tu te balades dans les allées du festival, il y a pas grand monde en fait. Pourtant, l'Other Stage, ça reste une grosse scène, hein, on est d'accord. C'est une énorme scène. C'est une énorme scène. Je sais plus quelle est la capacité de l'Other Stage, entre 50 et 60 000. Et le champ est grand. Et en plus, quand il y a vraiment forte affluence, j'avais vu ça pour les Pet Shop Boys. En fait, le public se retrouvait carrément sur les allées qui entourent le champ. Donc là, c'était même plus possible de circuler, d'entrer, de sortir. Donc 50, 60 000, mais je pense qu'il rentre plus de monde certaines fois, quoi. C'est vrai que si t'es dans les allées qui sont sur le camping qui est en amont de la scène, en fait, tu vois quand même le concert, quoi. Ouais. Mais je parle surtout de l'allée qui est juste devant les stands de nourriture et tout les ça. stands de bouffe, effectivement, ouais. Bon, alors vous, votre meilleur concert sur l'Other Stage? Alors moi, c'était un Supergrass. Ah, enfin, ouais, Supergrass. 2022. Ouais, 2022, j'avais noté Skunk Anansie à The Libertines. Moi, j'ai bien aimé pour plusieurs raisons. Et en 2023, j'ai vu The Hives dans les premiers concerts de la journée, Tu m'as piqué mon un idée. peu à l'image des Libertines, Queen of the Stone Age, Nova Twins que j'avais trouvé pas mal, mais bon, voilà. En 2016, t'avais New Order quand même. Oh, j'aurais bien aimé voir New Order. Moi, je les ai vus. Il y avait Adele qui jouait en même temps. Donc, j'ai regardé juste un petit peu le début de Adele et je suis allé voir jouer New Order. Mon plus grand souvenir de l'Other Stage, c'est j'ai fait Portishead contre la barrière. Je suis tellement jalouse. Et j'ai serré la pince à Pete Gibbons. Mais c'était quand ça? C'était 2013, l'année des Stones. Ah, ok, parce que pour serrer la pince, je pensais que c'était une des années où t'avais ton passe-presse. Mais, ok. Non, pas à l'époque. J'étais vraiment contre la barrière et en fin de concert, elle descend et elle vient serrer la main des gens et je mets ma main et voilà. Et par contre, je crois que j'ai vu mon pire concert aussi là, à Other Stage. C'était Generation Sex. Ouais, moi je voulais absolument aller les voir parce que pour moi c'est un peu des légendes, des gens que j'avais envie de voir. Et je sais plus, j'avais croisé un gars à Avalon, à un concert genre Xavier Rude ou je sais pas, un truc vraiment sans importance. Et le mec qui me demandait mon programme, il m'a dit mais ne va surtout pas voir ça, quoi. Et je l'ai écouté parce que il avait une bonne tête et a l'air de quelqu'un qui connaissait la musique, on avait à peu près les mêmes goûts, on a bien discuté. Et quand il m'a dit ça, je l'ai écouté et puis je suis allé ailleurs. Je sais plus où d'ailleurs. Et il avait raison. Et toi, Roman, ton meilleur concert sur l'Other Stage? Et ben moi, j'allais parler de The Hives parce que je les avais jamais vus en concert et cette espèce de gros melon qu'a le chanteur, ça m'a beaucoup fait marrer. Et c'était mon premier concert de la journée et ça m'avait mis de bonne humeur pour le reste de la journée.
Ouais, il a un gros melon, mais il y a beaucoup de second degré là-dedans. Je les ai vus. C'était la troisième fois, je pense. Et c'est toujours pareil, c'est un jeu avec le public où il joue la superstar à qui le public doit tout. Et, bon, c'est assez rigolo, même si c'est au final répétitif. Moi, je les vois toujours avec beaucoup de plaisir. Ouais. Alors la troisième scène de Glastonbury, en fait celle qu'on considérait être la troisième scène, c'est Westholz qui occupe en fait l'emplacement historique de la deuxième scène, c'est-à-dire que pendant longtemps Westholz, enfin à cet endroit-là, c'était la deuxième scène de Glasto avant la création de l'Other Stage. Et effectivement, c'est une scène où il y a de la place, là encore, avec une capacité de 30-40 000 personnes, je crois. Belle scène, encore une fois. Traditionnellement, c'était la scène World Music dans les années 80. Je me demande si ça n'a pas été WOMAD à un moment. WOMAD, c'était le label World Music de Peter Gabriel. Et il y a toujours eu cette connotation-là dans la programmation. Alors tout à l'heure, on disait que il y avait des équipes autonomes. Ben là, c'est le cas. Il y a une équipe autonome qui gère cette scène. Et donc, je pense qu'ils ont à cœur d'aller chercher des artistes un peu moins dans la scène généraliste qu'on va retrouver du côté de la pyramide ou de l'Other Stage, même si ça n'empêche pas d'en programmer là-bas. Par exemple, l'année dernière, il y avait The Who, H-U, pas confondre avec les Who, elle est bien British Who, donc un groupe originaire de la Mongolie. Un groupe de métal mongol. Ouais, avec des accents un peu métal, effectivement. Mais, bon, enfin, je sais pas. Surtout leur façon de chanter si particulière. C'était vachement bien, j'ai adoré. Mais donc, il y a aussi pas mal de rap depuis pas mal de temps. Maintenant, c'est Westholz. Bon, c'est une scène relativement généraliste. Ouais, on a pu voir tu parles de hip-hop ou de rap, le Wu-Tang hein, qui a joué là. Ouais, moi, j'y ai vu Public Enemy. Ouais, il y a plus longtemps, en 2016, Earth, Wind and Fire. Ouais, il y a souvent eu des groupes de funk là. Il y a Nile Rodgers qui est passé sur Westholz ensuite de passer sur la pyramide 2 ou 3 ans plus tard. Après, on y retrouve aussi d'autres types de musique. Hein. Moi, j'ai vu Interpol, les Sleaford Mods, pour ce qui est plutôt du rock punk ou new wave ou que sais-je. Bonobo. Ouais, Public Service Broadcasting. La première fois qu'ils sont passés là. Kate Tempest aussi. Ça a dû être l'une de ses plus grosses scènes à Glastonbury. Et l'un des groupes qui m'a marqué l'an dernier, c'était aussi Southern Archives. Très belle découverte, Southern Archives. Je connaissais pas du tout. J'ai suivi les conseils de quelqu'un du groupe et je regrette pas du tout. C'était vraiment très très chouette. Moi, j'ai un super souvenir de Underworld à Westholz. Donc, mon concert préféré à Westholz, Underworld. Contre la barrière, là encore. À la fin du concert, il y avait un type à côté de moi. Quand la musique s'est arrêtée, on s'est regardé, on était hébétés. Ça avait été une transe pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Ils étaient en tête d'affiche, donc ça avait dû durer un moment. Ouais, je comprends. Moi, je pense qu'il y a eu en 2022, ça devait être le dernier concert en plus, dernier gros concert. Il y a eu Bicep qui est passé là. C'était un super concert, quoi. Belle ambiance, beaucoup de monde, un show lumineux et puis du son. Pour moi, c'était vraiment une belle manière de clôturer le festival, en tout cas avant la nuit. Alors vous, ouais, votre plus grand concert à Westholz? Bah, t'en as déjà parlé, donc... Southern Archive? Southern Archive, ouais, belle découverte. Et The Who aussi, que j'avais trouvé... J'étais un peu déconcertée par la prestation, mais au final, j'étais contente d'avoir découvert ça. Et ils avaient vraiment un look... ils étaient à fond dans leur performance et tout ça, c'était beau à voir, quoi. Ils étaient contents d'être là, je pense. Alors moi, je pense que c'était la plus belle découverte, c'était Southern Archives. Le meilleur moment, c'était Bicep. Et le groupe que je suis le plus fier d'avoir vu, c'est le Wu-Tang. Après, il y a des déceptions comme les Sleaford Mods. Ça. Ouais, qui sont voilà, c'est mieux de les voir sur une petite scène et voilà, c'est un peu des branleurs. Apparemment, ils sont améliorés sur leur dernier set qu'on m'a dit, mais voilà Le chanteur is done, quoi. ouais voilà. Enfin, pour moi, sur un Westholz, ça passe pas du tout. Ouais, c'est un peu grand pour eux. Westholz, c'est la seule scène où il y a une séance de dédicace qui est organisée après les concerts, non? Je savais pas qu'il le faisait toujours, mais oui, oui.
Moi, j'ai un album dédicacé par The Orb que j'avais fait dédicacer à Westholz. Mais tu vois, j'étais pas au courant qu'il continuait. Alors ça y était encore l'année dernière, c'est pas tous les artistes qui signent, mais il publie à l'avance la liste des artistes qui seront disponibles ensuite pour les dédicaces. D'accord. Donc après Westholz, difficile après de savoir quelles sont les scènes les plus grosses. Il n'y a pas vraiment d'ordre, à part celui qui est listé dans la programmation, mais à mon avis, même dans la tête des organisateurs, il n'y a pas réellement de privilège d'une scène par rapport à l'autre. Donc on va en venir à The Park, qui est la scène qui a été créée en 2007 par Emily Evis quand elle est arrivée dans l'organisation du festival. C'est vraiment la date à partir de laquelle elle commence à s'impliquer vraiment. À l'époque, son père est très présent encore dans l'organisation, c'est vraiment lui le maître d'œuvre, alors qu'aujourd'hui, clairement, les rapports sont inversés entre le père et la fille. Mais bon, Michael, il commence à prendre un peu de la bouteille là. Il a 88 ans. 88 ans. Ouais. Il est né en 1935. The Park, c'est un endroit un peu à part, au centre duquel tu as la Ribbon Tower et qui est surplombé par Above the Park, comme ça qu'ils appellent la zone, avec ce Glastonbury Sign, des espaces de détente et des bars autour. Moi, c'est l'une des zones que je préfère déjà dans son agencement et aussi de par sa programmation plutôt orientée rock'n'roll, on va dire. C'est une zone qui s'anime beaucoup la nuit aussi. Il y a des choses qui restent ouvertes jusqu'à 3 heures, peut-être 5 heures du mat. Ouais, 5-6 heures hein, quand tu parles de El the Bimblin. Bimblin, ouais, c'est 6 heures. Et il y a Stonebridge aussi qui reste ouvert assez tard, il me semble. Il y a des choses un peu secrètes, justement, dont on en parlait tout à l'heure, dans les environs. C'est clairement une zone importante et effectivement une très belle scène avec une jolie programmation. L'année dernière, on a eu un très beau concert des Pretenders avec McCartney qui était dans la coulisse, Dave Grohl qui était en coulisses et qui est venu jouer de la batterie avec le groupe, Johnny Marr qui a fait partie des Pretenders un moment, qui tenait la guitare. C'était vraiment impressionnant. Ouais, on a aussi eu droit au Viagra Boys, un bon concert de Left Field où on s'est tous bien amusés. Ah ouais, ça c'était bien ça. Et un moment que j'ai apprécié, c'était les Berbères de Teen Ariwen qui nous ont fait un concert vraiment rempli d'émotions, quoi. Tu voyais que les mecs, ils venaient de leur désert, qui étaient vraiment ravis de partager ce moment avec le public. Et c'était pour moi vraiment des grands moments du festival et un des grands moments à The Park. Mais c'est une super scène, effectivement. C'est une scène qui est pas immense, même s'il doit rentrer, je sais pas, 10 000 personnes peut-être. Mais là aussi, c'est une configuration qui est vraiment optimale. C'est une scène sur laquelle il y avait souvent des concerts surprises. En 2011, par exemple, il y avait Radiohead qui était passé là le vendredi et le samedi, il y avait Pulp, en toute simplicité, en concert surprise. Je sais plus à quel point il était secret, mais en 2022, on a eu Jack White aussi parmi les surprises, même si elle avait été annoncée assez tôt dans la journée. Et alors, Laurent, je pense que ton meilleur souvenir de The Park, c'est le même que le mien, non? Ouais, je pense que qu'on a le même concert en tête. Ah là là, c'était incroyable. Ça commence par un F. Flaming Lips. Flaming Lips. Ils nous ont fait un truc incroyable. Et en fait, ils nous ont fait un cover de Space Oddity phénoménal. Un an environ après la mort de David Bowie, le public qui reprenait la chanson. Et pendant le solo, le chanteur qui se fout dans une bulle et qui se met à marcher sur le public et qui atterrit juste à côté de nous. Ah, c'était mais incroyable. Ouais, et puis faut dire qu'à chaque chanson, on se demandait quel allait être le spectacle, hein, parce que à un moment, le chanteur est arrivé sur une licorne. La chanson d'après, il y avait des confettis partout et des ballons gonflés Fuck Glastonbury. Peut-être que la chanson d'après, c'était des espèces de géants, des marionnettes géantes qui étaient manipulées autour de la scène. Enfin, c'était à chaque chanson une surprise. On se demandait à chaque moment ce qu'ils allaient nous sortir après. Jusqu'à ce fameux moment où ils ont repris Bowie et où ça a été un moment un peu hors du temps et de communion avec le public. C'était un concert vraiment mémorable. Et toi, Roman? J'hésite beaucoup. J'ai pas mal de bons souvenirs à The Park l'année dernière. En bonne découverte, il y avait Teen Ariwen dont on a parlé tout à l'heure, que je connaissais pas du tout avant. Il y a eu Los Bichos aussi, que j'avais écouté sur Spotify et j'avais pas accroché.
Et étonnamment, sur scène, il y avait une présence du groupe de filles là, qui était vraiment assez impressionnante et j'ai beaucoup plus aimé en live. Et puis, évidemment, le concert de Left Field à la nuit, là, tombé, qui était vraiment extraordinaire. Avec en plus Fatboy Slim juste après. Fatboy Slim juste après, et on était quasiment tout devant, parce que en fait, on est relativement proche de la scène, même quand on est dans les derniers rangs. Je trouve que c'est ça qui est chouette à cette scène-là. Fatboy Slim qui a fait du playback toute sa prestation, soyons honnêtes, mais c'était vachement drôle quand même. Moi, je me souviens, j'étais derrière la crash barrière avec les photographes quand il y a une fille qui arrive sur scène et je demande au photographe qui était à côté de moi, qui était un autre Français, je dis mais c'est qui la meuf? Et c'était Rita Ora. Je la connaissais même pas. Mais ouais, il se passe toujours quelque chose quand même hein, sur cette scène. C'est effectivement beaucoup plus petit que Other Stage par exemple. Mais il passe du monde, il y a une super programmation. Moi, je me souviens par exemple avoir vu Dinosaur Junior. Il n'y avait pas une foule, Ah punaise, je suis jaloux là. mais c'était mais génial, génial. Et puis c'est aussi tout ce qui entoure la scène qui est vraiment pas mal quoi. Je trouve que l'endroit est vraiment joli quoi, qui se prête à pratiquement à flâner. On pourrait y rester même quand il n'y a pas de concert. Moi, c'est l'un des endroits que j'adore. Acoustic Stage, voilà une scène très particulière. Et en fait, c'est la scène la plus ancienne de Glastonbury après la pyramide. C'est-à-dire que il y a depuis les années 80 une acoustic stage qui à un moment a été la deuxième scène de Glastonbury, puis la deuxième scène est revenue, etc. Enfin bon, en tout cas, dans sa configuration actuelle, c'est la plus ancienne scène de Glastonbury après la pyramide. Et c'est une scène, alors bon, acoustique, c'est pas vraiment vrai, c'est-à-dire que les groupes sont quand même amplifiés, mais effectivement, il y a un côté un peu intimiste. La programmation, elle est un peu orientée boomer, on va dire. C'est-à-dire que le public qui est là-dedans, en général, a les cheveux un peu blancs. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Mais par contre, il y a des perles qui sont parfois programmées là. Roman, je pense que tu y as jamais mis les pieds. Je crois que je suis passée dans la zone, mais à un moment, il n'y avait pas de concert, juste par curiosité pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, parce que contrairement à toutes les autres scènes qu'on a citées avant, celle-là, elle est sous tente, sous chapiteau. Donc, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et donc, t'as jamais vu de concert là-bas? Jamais, pas encore, mais ça sera pour 2024. Donc, on te demandera pas quel était ton concert préféré à Acoustic Stage. Pas besoin. Alors là, je pense que Laurent, tu vas encore dire la même chose que moi là. Alors là, je le sais. Enfin, je vais dire la même chose que toi parce que moi, je sais quel concert j'ai préféré. Moi, je sais pas tous les concerts que tu as vus. J'ai dû en voir deux. Je m'en souviens d'un. Et c'était Art Garfunkel. C'est quelque chose de très spécial pour moi et ça m'a vraiment beaucoup ému. Enfin, voilà, c'est un artiste qu'adorent mes parents et c'est à eux que j'ai pensé pendant tout le concert. Et c'était vraiment émouvant pour cette raison et aussi parce que Art Garfunkel est une personne assez émouvante qui entre chaque chanson va raconter des petites anecdotes, des poèmes, des petits mots, toujours des petites attentions. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a touché vraiment très fort. Bah, moi aussi, j'étais à ce concert et effectivement, c'est un grand moment. Moi, pareil, hein, j'ai eu la même sensation. C'était mais incroyable de sensibilité. J'attendais rien en fait en allant le voir et j'ai été incroyablement surpris. Et en fait, c'est un peu la magie de cette scène parce que effectivement, la tente, elle est quand même grande. Mais cette configuration, elle crée une intimité qui fait que on a l'impression d'être tout près et on profite vraiment. En plus, Garfunkel, là, pour le côté acoustique, il est assumé, quoi. C'est-à-dire qu'il avait son guitariste avec lui. Je sais pas s'il y avait même un batteur, je me souviens pas. Voilà, on avait l'impression d'être dans un cabaret. Et en fait, souvent, les concerts sont comme ça.
dans les autres concerts que j'ai vus, et c'est marrant parce que j'en ai vu quelques-uns, et à chaque fois, ça a été des grands moments. Je me souviens y avoir vu Suzanne Vega, c'était vraiment génial. Au même moment, il y avait Beyoncé sur la pyramide, et donc j'avais fait le choix d'aller voir Suzanne Vega, et je l'ai mais pas une seconde regretté. Et aussi un autre grand souvenir que j'ai, c'est d'y avoir vu Cyndi Lauper, qui pour moi vaut largement Madonna. Et pareil, et là j'étais en plus tout près, mais j'ai un souvenir incroyable de cette femme qui faisait un show dingue. Et qui a su captiver le public. Alors ça, c'est ce qui est génial à Glastonbury en général, on l'a déjà dit sur d'autres scènes, mais c'était particulièrement vrai à cet endroit-là où il y avait les gens qui chantaient avec elle, et la proximité faisait on voyait qu'elle entendait les gens chanter, quoi. Et il y avait vraiment une réaction de sa part, enfin il y avait un échange complet entre elle et le public, et c'est vraiment l'intérêt de cette scène. Comment faire une transition après ça? Eh ben, un autre chapiteau. Un autre chapiteau, effectivement. Woodseas, ex-John Peel. Et avant, ça avait un autre nom encore. C'était la scène découverte. Je sais plus comment ils traduisaient ça en anglais. Et donc, en fait, c'est une scène qui a toujours été effectivement dédiée aux découvertes, les jeunes groupes, les formations récentes. Alors, en début de journée, on a des groupes qui, en général, font leurs premières apparitions, vraiment. Et puis, après, un peu plus loin dans la journée, des groupes qui commencent un petit peu à avoir un peu d'expérience. Et en tête d'affiche, on a systématiquement, en général, des groupes indés largement confirmés, voire même parfois des groupes des années 80, des choses comme ça. Ouais, genre Primal Scream. Voilà, par exemple. Des fois, il y a des slots surprises. Ils avaient bloqué la zone un jour. Il y avait les Killers et ça avait été saturé complètement. Ouais, parce que Killers, on s'attend plutôt à les voir sur la pyramide. Hein. Alors, un concert mémorable à Woodseas? Toujours pas pour moi. Moi, je me souviens d'un Amyl and the Sniffers, qui était pas mal, même si un peu décevant sur scène, mais que j'avais vraiment envie de voir. Un Primal Scream que j'ai adoré. L'année dernière, The Love Buzz. Et sinon, de manière, dans mes souvenirs plus anciens, j'avais adoré le concert de King Gizzard and the Lizard Wizard, qui avait vraiment fait un show de rock, presque hard rock, en mode Guitar Hero, cheveux longs. C'est vraiment un concert que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'ai un super souvenir de Brian Johnstone Massacre, mais maintenant, en fait, j'ai un rapport un peu différent avec cette scène parce que depuis que j'ai un accès presse, c'est la scène qui est la plus accessible pour moi. L'année dernière, par exemple, j'étais sur scène avec Last Dinner Party et j'ai fait une super photo où j'ai un eye contact avec la chanteuse, et ça, c'est un super souvenir. C'est un truc énorme d'être sur scène à Glastonbury et d'avoir ce type d'échange avec l'artiste sur place pendant qu'on est en train de le photographier. Ça, c'est aussi un souvenir quand même important pour moi, quoi. Cette photo, je la vois très bien, et c'est vrai qu'elle est très jolie, avec une chanteuse non moins jolie, un beau flou derrière, et effectivement, elle regarde droit dans la caméra, et ça avait l'air d'être un beau moment. How do you think your herd of cows are going to react to the sounds of folk and rhythm and blues? They do like the music very much. We have it in the stalls, and they're used to it. Pour les news, on va essayer de voir un petit peu quel groupe on s'attend à voir à l'affiche cette année, quelles sont les rumeurs, on commence à avoir quelques pistes parce qu'il y a pas mal d'affiches d'autres festivals qui commencent à apparaître. On sait que l'affiche de Glastonbury, on l'aura pas avant probablement le mois de mars. Pour l'instant, toujours aucun nom n'a été divulgué. Ça devrait quand même pas tarder pour qu'on ait au moins un nom. Mais effectivement, par exemple, il y a l'affiche de Coachella qui est sortie et qui nous donne quelques bonnes idées de ce que on pourrait avoir à Glastonbury. Alors, de quel groupe vous avez envie de parler là tout de suite? No Doubt. J'étais étonnée de les voir sur l'affiche de Coachella, et donc si jamais ils décident de tourner, je pense qu'il y aurait la possibilité de les voir à Glastonbury. Bah alors effectivement, c'est pour moi une bonne piste parce que ça fait une tête d'affiche féminine en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose, à mon avis, que Emily Evis cherche absolument à avoir. On avait évoqué dans l'épisode précédent le cas de Madonna qui, a priori, devrait pas être là. Encore que, bon, c'est pas des informations
qui soit forcément hyper fiable. Mais si Madonna était une tête d'affiche féminine prévue, il en manque une. Et No Doubt pourrait faire l'affaire. Il y a un groupe qui, à mon avis, ferait pas une tête d'affiche parce que ils l'ont déjà fait plein de fois, etc. C'est Blur. Et Blur, effectivement, est aussi apparu sur la fiche de Coachella. Bah, ça m'étonnerait pas qu'ils soient là parce qu'ils ont pas fait de date l'année dernière alors qu'ils étaient tout près de sortir leur nouvel album. Ah si, ils Donc, étaient aux Vieilles Charrues. oui, mais en Angleterre. Ah, en Angleterre, non, je crois pas, effectivement. Il me semble qu'ils ont plusieurs dates en Angleterre au printemps, donc ça pourrait être une bonne piste, effectivement. Moi, je les ai vus aux Vieilles Charrues, mais ça me dirait bien de les revoir avec des Anglais tout autour, hein. Bah, c'est ça qui est génial, je trouve, à Glastonbury, c'est que tous les artistes anglophones, il y a une dimension supplémentaire qui est amenée par le fait qu'on est en Angleterre, et donc du coup, c'est vraiment prenant, je trouve. Alors, il y en a une qui est pas 100% anglaise, mais il y a Dua Lipa, dont on entend beaucoup parler, qui est considérée comme une très forte rumeur. Ouais, c'est la favorite des bookmakers, à mon avis. Ouais, je pense qu'on a des grandes chances de l'avoir. Alors, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, par contre. Si on l'avait évoqué, mais c'est pas interdit d'en reparler. Ouais, on peut toujours le rappeler vu que c'est une rumeur persistante. Bruce Springsteen, c'est pareil. Moi, il y en a une que je vois bien arriver parce que pour deux raisons en fait. C'est que d'une part, c'est une fille. D'autre part, en plus d'être anglaise, bah, elle a commencé sa carrière très proche de Glastonbury, dans le Dorset, du côté de Yeovil. C'est PJ Harvey. Alors, on l'a déjà vue assez récemment. Elle est déjà passée 3 fois à Glastonbury, mais elle a quand même une actu, un nouvel album. Elle a rempli un Olympia. Les critiques sont bonnes, et je la vois bien faire une apparition. Alors, soit en tête d'affiche de l'Other Stage, et pourquoi pas sur la pyramide. Et pourquoi pas à The Park? Bah parce que la dernière fois qu'elle est passée, c'était sur l'Other Stage. Ouais, mais tu vois, les Pretenders l'année dernière occupaient un super slot à The Park qu'elle pourrait tout à fait tenir. Non, mais c'est pas faux. Moi, je serais très heureux de la voir à The Park. Moi, je reviens sur la fiche de Coachella et il y a un nom qui me fait très très envie, c'est Orbital. Orbital qui avait été programmé pour 2020 et puis à cause du Covid, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Et je pensais qu'ils allaient être repêchés en 2022, ça n'a pas été le cas. Mais là, franchement, ce serait vraiment le groupe électro qui manque là depuis un bon moment à l'affiche de Glastonbury. Ouais, et puis après, si on parle des groupes qui étaient prévus en 2020 et côté électro, on peut citer The Prodigy, qui seront à Reading et l'île de Wight. Ouais. Et on peut imaginer qui pourrait aussi passer par Glasgow. Ouais, ce serait pas étonnant aussi, ouais. Et alors ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui est devenu Prodigy sans son chanteur? J'ai oublié son nom. The Prodigy, ils seront au Hellfest en France le vendredi. Donc, est-ce qu'ils vont faire le déplacement ensuite jusqu'à Glastonbury, à voir. Mais pourquoi pas, ils ont été programmés, il me semble, dans beaucoup de festivals cet été. Donc, peut-être qu'ils se font une tournée des festivals. Ouais, je pense que c'est pas un déplacement très compliqué à gérer. Toi, tu parlais des groupes électro qui manquaient, mais il y a quand même le retour de Justice cette année qui sort un nouvel album. Donc, pourquoi pas les voir, puisqu'ils sont à l'affiche de Coachella. Ils pourraient éventuellement passer aussi à Glastonbury. C'est une possibilité. Alors bon, moi je les ai déjà vus sur West Halls et ça m'a pas. Mais je les ai vus à Rock en Seine aussi. À chaque fois, j'ai pas été transporté par ce groupe. J'ai du mal. Donc j'attends pas ça avec impatience, mais oui, ça pourrait très bien se faire. Il y a un autre nom qui réapparaît aussi, c'est Geza Feldstein. Là aussi à Coachella et qui pourrait faire un joli set. Honnêtement, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir à The Glade. Je pense que ça serait tout à fait son univers.
Et j'aimerais vraiment qu'il passe. Apparemment, il est sur un nouveau projet cette année-là. Donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir le voir, pas forcément à Glastonbury, mais peut-être qu'il passera aussi en France. Donc, c'est un nom à surveiller pour cet été. Ouais, mais c'est quelqu'un qui pourrait faire un set très 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 long en plus. Et à The Glade, c'est possible. Par exemple, The Orb avait pris la scène pendant 5 ou 6 heures. Et c'est des choses qui sont possibles à The Glade. Et ça, ce serait vraiment top d'avoir un truc comme ça, avec des invités. Pourquoi pas Thomas Bangalter, par exemple. Comme s'il faisait un projet avec lui cette année, ça alors. Mais apparemment, c'est le cas, non? Oui, oui, c'est pour ça que je dis ça. Ce serait trop génial, quoi. Ça ferait un peu de présence française aussi, parce qu'il n'y a pas tant de Français que ça qui passent à Glastonbury, mais c'est toujours chouette de les voir. Exactement. Enfin, l'année dernière, il y avait Christine de Queen. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, il y a aussi The Smile, qui pourrait passer par là. Ouais, alors The Smile, ouais, ce serait une très bonne nouvelle. Tom York est quand même très proche de Michael Eavis. Et c'est un groupe qui, sur scène, apparemment marche très bien. Donc, ça m'étonnerait pas de les voir et j'en serais ravi. Ça serait leur premier passage à Glastonbury, non? Oui, dans cette configuration-là, oui. Ouais, The Smile, ouais. Radiohead, ils sont passés plus d'une fois. Et sinon, il y a toujours Liam Gallagher aussi, qui a dit qu'il serait pas là, mais enfin, ce qu'il dit, là, franchement, moi, je vois pas comment il peut pas être là, quoi. Vraiment. Hein. Bah après, il est déjà en concert à Manchester le jeudi et le vendredi. Donc, je sais pas, peut-être que ça va faire beaucoup d'un coup, à voir après comment il gère ses tournées d'habitude. Mais Même quand il joue pas, il est là. par contre, c'est possible qu'il fasse une apparition sans être sur scène. Ah, mais les deux frères, ils sont tout le temps là. Et de là à les voir ensemble pour les 40 ans de Definitely Maybe, Non, non, non. il y a un grand pas. Oh, non, Mais, non. on Tout le sait monde jamais. en rêve, mais ça, c'est le grand fantasme. Mais si ça devait arriver un jour, peut-être que ce serait là que ça se passerait, mais enfin, je vois pas. Alors là, ce serait une surprise. C'est même pas une surprise, c'est un coup de tonnerre, quoi. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils attendent autant de temps avant de déclarer qui sera tête d'affiche. Hein. Mais non. Non, mais on a le droit de rêver. Oui, mais J'aime en bien fait, rêver. ça c'est un truc, ça fait quoi, 15 ans que j'entends la même histoire. Euh, voilà, c'est comme Led Zepp. Voilà, c'est les deux trucs. Led Zepp et Oasis, la reformation des deux groupes. Oui, si ça doit arriver un jour, ça arrivera à Glastonbury, mais ça n'arrivera pas. Voilà. Comment tu brises les rêves de tellement de gens qui aimeraient les voir, tu vois, c'est méchant. Ouais, je sais, je sais. Et alors, si on est toujours dans la partie où on a le droit de rêver, s'il y a une personne que j'aimerais bien voir à Glasto pour plusieurs raisons, c'est Neil Young. Mais j'y crois pas parce qu'il est assez âgé, qu'il fera pas le déplacement et qu'il est assez réticent en ce moment et depuis le Covid. Mais je trouve que c'est une personne qui cadre bien avec le festival, son engagement pour tous les aspects écologiques, etc. Et j'ai pas l'impression qu'il était beaucoup à Glastonbury. Et dans les autres rêves que j'ai, celui-là est peut-être un peu plus probable, c'est l'apparition de Patti Smith. Ah, ça, À la c'est f- possible. Parce que ouais, elle était en tournée l'an dernier, il me semble. Je sais pas si elle continue sa tournée cette année, mais c'est une artiste féminine qui serait vraiment parfaite pour le Legend Slot de Glastonbury pour moi. Ouais, Elle a 2 dates annoncées à Dublin le jeudi et le vendredi, mais elle serait dispo pour le dimanche. ouais, mais Et le effectivement, samedi. Mm. non, bah, c'est le dimanche, le Sunday Tea Time. Exact, ouais. C'est vrai que si on parle du Legend Slot, ouais, c'est dimanche. Donc, ouais, moi, c'est plutôt un feeling personnel que vraiment réfléchi, mais Patti Smith, c'est l'un de mes paris pour cette année.
Voilà, c'est terminé pour cet épisode sur les scènes principales de Glastonbury. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode du podcast.